Pourquoi, dans le langage du code de la route, utilise-t-on le mot agglomération plutôt que ville ou village? Justement parce que le mot agglomération définit aussi bien une ville qu'un village. C'est un espace sur lequel sont regroupées des habitations dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux portant le nom de l'agglomération. Donc, ville ou village, les règles du code de la route sont les mêmes pour les automobilistes. Globalement, oui. Mais dans le détail, les comportements diffèrent. Et la conduite est beaucoup plus complexe dans une ville de 500 000 habitants que dans un bourg de 5 000 habitants. Selon l'INSEE, l'Institut de la statistique et des études économiques, une agglomération est constituée par un ensemble de constructions, de telle sorte qu'aucune habitation ne soit éloignée à plus de 200 mètres d'une autre, et qu'il y ait au moins 50 habitants. Mais est-ce qu'un lieu-dit est assimilé à un village? Eh bien non, parce que la population est tellement dispersée que le lieu-dit n'est pas perçu comme une commune. Il s'agit de fermes, de maisons isolées ou de groupes de maisons dont la population est inférieure à 50 habitants. Le panneau d'entrée d'agglomération apporte-t-il d'autres informations que le nom de la localité? À lui seul, il signifie que la vitesse est limitée à 50 km/h et que l'emploi du klaxon ou de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. La nature de la route est indiquée par un cartouche dont la couleur, la lettre et le numéro permettent d'identifier la route et de se repérer sur une carte. En ville, on peut toujours rouler à 50 km/h maximum. Non, parce qu'on est obligé de tenir compte des autres personnes qui se déplacent, les piétons, les cyclistes, les motards, etc. La première règle est d'adapter son comportement aux situations rencontrées, à la météo et aux activités des autres. Sinon, c'est la jungle. Le nombre d'habitants est tellement important dans certains endroits de la ville ou dans des zones semi-piétonnes, par exemple, qu'il est nécessaire de réduire la vitesse à 30 km/h. Ce sont des zones 30, annoncées par ce panneau, qui indique que la vitesse est limitée dans tout un quartier. À la sortie d'une zone 30, on trouve ce panneau. Il existe aussi des endroits où la vitesse est limitée à 30 km/h, aux abords des écoles par exemple. Une surélévation de la chaussée force les conducteurs à respecter la limitation de vitesse. Sinon, ils risquent d'endommager les amortisseurs ou le bas de caisse de leur voiture. Il arrive parfois qu'un panneau 70 km/h soit implanté après le panneau d'entrée d'agglomération. Quand il y a peu d'habitations à l'entrée de la ville, on peut trouver cette limitation, qui ne s'applique que dans la rue où est implanté le panneau. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est relevée à 80 km/h. En ville, les piétons doivent marcher sur les trottoirs. C'est un espace qui leur est réservé. Les enfants de moins de 8 ans, à vélo, peuvent également utiliser les trottoirs. Attention donc à l'ouverture des portières. Pour traverser une rue, les piétons doivent utiliser les passages piétons lorsqu'ils sont situés à moins de 50 mètres. Ce panneau avertit de l'existence du passage piéton à 50 mètres. Celui-ci positionne le passage. On est tenu de leur céder le passage quand les piétons s'apprêtent à traverser. En ville, pour dépasser ou croiser un piéton, par prudence, il faut laisser un espace latéral d'au moins 1 mètre. À l'approche des passages piétons, il est possible de dépasser, à condition de s'être assuré qu'aucun piéton ne se soit engagé dans la traversée de la chaussée. Les piétons bénéficient parfois en ville de zones qui leur sont réservées. L'entrée d'une zone piétonne ou semi-piétonne est annoncée par ce panneau. Des véhicules peuvent y circuler à certaines heures, commerce oblige. Le panneau est alors complété par un panonceau
indiquant les horaires d'accès pour les véhicules transportant des marchandises. Les cyclistes, eux aussi, peuvent circuler dans les aires piétonnes, à condition de ne pas gêner les piétons et d'adopter une allure lente. La transition entre une zone piétonne et les rues où circulent les voitures est souvent brutale. Les piétons sont moins vigilants et oublient qu'ils redeviennent vulnérables. Aux automobilistes d'anticiper et de ralentir. À l'intérieur des zones de rencontre, les piétons peuvent se déplacer sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les véhicules dont la vitesse est limitée à 20 km/h. Généralement, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes. Ce panneau précise que la rue abordée est un lieu fréquenté en particulier par les enfants. Il est souvent implanté à l'approche des sorties d'école, des aires de jeu, des jardins publics ou des parcs. L'agglomération étant un lieu regroupant des habitations, il faut s'attendre à rencontrer des enfants un peu partout et rester vigilant. Comment doit-on se comporter quand un piéton traverse une rue? Plusieurs cas peuvent se présenter. Si le piéton est déjà engagé sur la chaussée, on s'arrête pour le laisser passer. Si la rue est divisée en deux parties par un refuge ou un terre-plein, le piéton traverse en tenant compte de la visibilité et de la vitesse des voitures avant la traversée de chacune des voies. Dans le cas où l'on tourne à gauche alors que des piétons s'apprêtent à traverser la rue que l'on va prendre, il faut s'arrêter parallèlement à l'axe de la chaussée pour ne pas bloquer la circulation et les laisser finir la traversée. Si l'enfant possède les mêmes aptitudes auditives et visuelles que l'adulte, ses facultés d'analyse et d'interprétation sont différentes. Dans le brouhaha de la rue, l'enfant a tendance à porter son attention vers les bruits qui l'intéressent, l'appel d'un parent par exemple, en occultant les autres. Pour l'enfant, la rue est faite d'imaginaire et de jeux. Jusqu'à 12 ans, les enfants ne font pas preuve d'un comportement autorisant à les laisser traverser seuls une rue en toute sécurité. L'enfant possède un champ de vision de 180 degrés, comme celui de l'adulte. Cependant, il n'est en mesure d'analyser correctement qu'un champ de 70 degrés environ, parce que tout ce qui se trouve face à lui focalise son attention. De plus, son temps d'analyse est bien supérieur à celui de l'adulte. Il lui faut 4 secondes pour distinguer qu'une voiture roule. Un quart de seconde suffit à l'adulte. Or, à 50 km/h, une voiture parcourt 60 mètres en 4 secondes. Qu'ils soient conducteurs ou piétons, les personnes âgées n'ont plus les mêmes capacités que les plus jeunes. L'âge induit une certaine usure, mais le principal danger est l'accoutumance à certaines déficiences telles que la diminution des capacités visuelles, de la qualité de l'audition et des habiletés motrices. En outre, la mise à jour de leur connaissance du code de la route, réglementation, signalisation, nouvelles infrastructures, est souvent approximative. Pour toutes ces raisons, chaque conducteur doit être tolérant avec les autres usagers pour prendre en compte leurs difficultés. Si je ne me sentais pas en certaine sécurité, sécurité par rapport à moi-même, et puis sécurité par rapport évidemment à la circulation en général, je ne roulerais plus. J'aurais renoncé à rouler. Mais tant que je me sentirais capable d'assumer une conduite normale, je roulerais. Mais à partir du moment où je sentirais qu'il y a quelque chose qui en moi ne va plus, je m'arrêterai de rouler. Hein. De plus en plus, les cyclistes ont des voies qui leur sont réservées. Certaines sont obligatoires, d'autres sont seulement conseillées et réservées aux cyclistes. Ou bien ils circulent sur une bande cyclable qui est une partie de la route délimitée par une ligne large et discontinue, ou bien ils circulent sur une piste. Et dans ce cas, il s'agit d'une portion de route séparée de la chaussée. Les cyclomotoristes peuvent-ils utiliser ces voies? Oui, mais seulement si un panonceau le précise.
Aux intersections, les cyclistes sont soumis aux mêmes règles de priorité que les autres usagers. Les cyclistes étant vulnérables, une sorte de sas de sécurité, symbolisé au sol par un marquage, délimite une zone qui leur est réservée. Que l'on croise ou qu'on dépasse un cycliste, il faut toujours laisser un intervalle latéral minimum d'1 mètre. Lorsqu'une bande cyclable coupe une intersection, l'automobiliste qui veut changer de direction doit ralentir et laisser passer le cycliste. Il arrive aussi que dans certaines rues à sens unique, les cyclistes puissent circuler à contresens. Là aussi, il s'agit de ne pas faire d'erreur. Des écarts trop importants peuvent être dangereux. La circulation des transports en commun se développe de plus en plus en ville, pour limiter celle des voitures particulières. La plupart du temps, surtout dans les grandes villes, les bus ont des voies qui leur sont réservées. Interdiction donc de les utiliser pour dépasser une autre voiture par la droite ou par la gauche. Ces voies peuvent exister en contresens. Une ligne large et continue matérialise la voie réservée aux bus. Dans le sens de la marche, il s'agit d'une ligne discontinue. Dans les intersections, la traversée de la voie est matérialisée par un damier blanc. Les automobilistes peuvent la franchir pour tourner, à condition de céder le passage au bus. Une ligne en zigzag indique un arrêt de bus. On peut circuler à cet endroit, mais on ne peut pas s'y arrêter. Attention, on doit céder le passage à un bus qui veut quitter son arrêt. Et lorsqu'il est à l'arrêt, il faut s'assurer qu'aucun piéton ne va traverser la route par l'avant du bus. Les tramways sont-ils des dangers pour les automobilistes? Les voies ferrées des tramways sont aménagées le plus souvent en dehors de la chaussée. Les longer ne présentent donc aucun risque. Toutefois, quand la voie ferrée est sur la route, il faut être vigilant. On peut alors les dépasser par la droite. Mais les dangers existent davantage pour les piétons qui quittent le tramway et doivent traverser la route pour rejoindre le trottoir. Un véhicule encombrant et long, tel qu'un poids lourd ou un autocar, peut avoir des comportements qui surprennent les automobilistes. Il peut avoir besoin de se déporter à gauche pour tourner à droite. Et il peut, indépendamment de sa volonté, monter sur un trottoir pour tourner à gauche ou à droite. Dans une ville qu'on connaît comme sa poche, on est forcément à l'aise pour se déplacer. Mais dans une ville inconnue, comment se diriger avec le moins d'hésitation? Entrer dans une ville inconnue, ou vouloir en sortir, est parfois un parcours du combattant si on n'a pas préparé son itinéraire. Les directions importantes ne sont pas annoncées systématiquement, ou alors seulement sur les grands axes. Et pour se rendre à une adresse précise en plein centre-ville, mieux vaut s'être procuré un plan pour mémoriser un parcours et tenir compte des sens uniques, des sens interdits et des sens obligatoires. C'est un gain de temps, d'énergie et de calme. Rechercher le nom d'une rue ne doit pas perturber la fluidité du trafic. Perdu, il faut repérer un endroit pour s'arrêter et consulter un plan. Avoir acquis les automatismes de conduite est indispensable pour pouvoir se concentrer sur la circulation tout en cherchant un itinéraire précis. À Paris, dans les rues perpendiculaires à la Seine, la numérotation part du fleuve. Dans les rues parallèles à la Seine, l'ordre des numérotations suit le cours du fleuve. Ceux-ci vont d'amont en aval. Dans les deux cas, les numéros pairs sont à droite, les numéros impairs sont à gauche. Avoir mémorisé ces données permet de se déplacer plus facilement. Quand la circulation est dense, aux heures de pointe, elle se fait parfois sur plusieurs fils. Quels en sont les dangers? En cas de ralentissement brusque, il y a un risque de télescopage ou de collision en chaîne si les intervalles de sécurité ne sont pas respectés. Sous prétexte qu'une file avance tout à coup plus vite qu'une autre, on ne doit pas changer de voie
alors qu'on ne veut pas changer de direction. En revanche, il faut surveiller les angles morts dès que l'on veut changer de fil à l'approche d'une intersection. Si la file s'arrête, il faut stopper de façon à voir les roues du véhicule qui précède pour se dégager facilement en cas de besoin. Si les fils sont immobilisés à hauteur d'une intersection, les usagers de la route transversale sont bloqués. L'intersection étant encombrée, il ne faut pas s'arrêter dans l'intersection, même si l'on est prioritaire, de manière à fluidifier la circulation. Ce panneau informe que la vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A. L'utilisation du klaxon est autorisée, réponse B. Je suis sur la nationale 21, réponse C. Je suis sur une route prioritaire, réponse D. Ce panneau comportant le nom d'une ville à lui seul signifie que la vitesse est limitée à 50 km/h, qu'il est interdit d'utiliser le klaxon, sauf en cas de danger immédiat. La couleur de ce cartouche m'informe que je suis sur la route nationale, d'où la lettre N, numéro 21, et l'absence de ce panneau signifie que cette route n'a pas un caractère prioritaire. Réponse A et C. Une agglomération, c'est un lieu-dit, réponse A, un village, réponse B, une ville, réponse C. Une agglomération, c'est une concentration d'habitations, qu'il s'agisse de villages ou de villes avec faubourg et banlieue. Un lieu-dit n'est pas une agglomération, parce qu'il y a moins de 50 habitants et que les maisons sont dispersées. Réponse B et C. Ce panneau indique que cette rue seulement est limitée à 30 km/h, réponse A. Tout un quartier est limité à 30 km/h, réponse B. La ville entière est limitée à 30 km/h, réponse C. Le panneau d'interdiction de rouler à plus de 30 km/h est inscrit dans un rectangle. Il désigne une zone de circulation formée de plusieurs rues où la vitesse est limitée à 30 km/h. La sortie de cette zone est annoncée par ce panneau. Réponse B. Je passe avant le piéton, réponse A. Après le piéton, réponse B. Je dois céder le passage à un piéton qui s'engage sur la chaussée. Le fait qu'il pleuve et qu'il soit partiellement caché sous un parapluie doit m'inciter à davantage d'attention. Réponse B. On est officiellement sorti de ville quand on rencontre ce panneau qui met fin aux interdictions liées à l'agglomération. Sortir de ville pour entrer sur une route revêt une espèce de liberté. Tout à coup, les contraintes sont moins lourdes, la vitesse est plus élevée et généralement la circulation est plus facile, plus fluide. Mais d'autres dangers apparaissent, plus meurtriers que ceux rencontrés en ville, puisque plus de 70% des tués le sont en race campagne. Qu'est-ce qui caractérise une route? Une route, c'est la plupart du temps une chaussée à double sens de circulation dont la largeur peut varier considérablement selon les lieux. Une ligne axiale, continue ou discontinue, divise la chaussée en deux voies équivalentes. La bordure des voies est elle-même délimitée par un marquage appelé ligne de rive, très utile la nuit.
Cette ligne est faite de pointillés de 3 mètres, suivis d'intervalles de 3,50 mètres. Aux approches de certains carrefours, cette ligne de rive fait 20 mètres, suivie d'un intervalle de 6 mètres. Les accotements sont la partie de la route le plus souvent non goudronnée et ils permettent en général de stationner. Les routes sont classées en plusieurs catégories selon l'administration chargée de les gérer. Certains panneaux de direction ou de localisation sont complétés par des petits registres qui permettent d'identifier l'appartenance à une catégorie du réseau routier par une couleur, une lettre et un numéro. Cette codification se retrouve sur des bornes dont l'inscription sur la partie blanche est un point de repère pour les services de l'équipement ou la gendarmerie. Mais attention, contrairement à une idée reçue, ce classement administratif n'indique pas du tout la priorité aux intersections. On peut circuler sur une route à double sens de circulation comportant plus de 2 voies. Il existe des routes à double sens avec 3 voies, voire 4 voies, mais c'est de plus en plus rare. Et quel que soit le nombre de voies, la limitation de vitesse est toujours la même? Si aucune séparation physique n'existe entre les différentes voies, la vitesse reste limitée à 90 km/h maximum. Et sur les routes à accès réglementé, ou routes pour automobiles? On peut être sur une route à accès réglementé à double sens de circulation. La vitesse est donc limitée à 90 km/h. Le statut de ces routes interdit l'accès aux piétons, aux cyclistes, aux cyclomotoristes, aux cavaliers, aux voiturettes, aux tracteurs, sauf indication contraire spécifiée par un panonceau. Attention, le fait d'être sur une route à sens unique ne signifie pas qu'on circule sur une route à accès réglementé. Les véhicules lents ou encombrants tels que les tracteurs, les convois exceptionnels, les voiturettes, nécessitent d'adapter la conduite. Les tracteurs, qui vont d'un champ à l'autre en passant momentanément sur une route, sont signalés par un gyrophare jaune. Escortés par des motards de la gendarmerie, les convois exceptionnels sont prioritaires. Non escortés, il est nécessaire pour les automobilistes de ralentir et d'être vigilants. La largeur du convoi impose parfois de serrer au maximum l'accotement. Il est difficile au premier coup d'œil d'identifier une voiturette. Elle peut être la raison d'un ralentissement qui reste inexpliqué dans un premier temps. Les 2 roues sont fragiles et peuvent faire des écarts en circulant. C'est pourquoi il faut laisser un intervalle latéral de sécurité d'1,50 m au minimum quand on veut les dépasser, qu'ils soient ou non sur une bande cyclable. Entrer dans un tunnel est un changement brutal d'environnement routier. Claustrophobe, s'abstenir. Et avant d'y entrer, il faut vérifier que le niveau de carburant est suffisant pour le traverser et prendre le temps de s'informer de la réglementation mise en place. Elle peut varier d'un tunnel à l'autre selon sa longueur. Il est utile aussi de se brancher sur l'une des fréquences radio diffusées dans le tunnel. Un dispositif de surveillance permanente équipe les tunnels les plus longs. Tout au long de la traversée du tunnel, il est très important de respecter les intervalles de sécurité pour prévenir les risques de collision, limiter le nombre de véhicules dans le tunnel et maintenir cet intervalle quand les véhicules doivent s'arrêter. L'intervalle est matérialisé par des chevrons peints au sol ou des marquages de bandes d'arrêt d'urgence. Parfois, ce sont des diodes bleues qui ponctuent la distance à respecter, même à l'arrêt. En cas de crevaison, de panne, de malaise ou d'accrochage, il faut allumer les feux de détresse, se garer sur les refuges ou sur la bande d'arrêt d'urgence, respecter la distance d'arrêt imposée, alerter les secours à partir d'une borne et localiser l'issue de secours la plus proche. Lors d'un incendie, des informations sont données par radio et sur les panneaux à messages variables. À certains endroits du tunnel, des barrières s'abaissent et des feux rouges clignotent. Il faut s'arrêter immédiatement et ne pas chercher à faire demi-tour.
Les fumées toxiques perturbent le repérage et les déplacements vers les issues de secours. La chaleur peut être insupportable pour l'organisme humain. Il faut laisser les clés sur le véhicule, puis quitter le tunnel par l'issue de secours la plus proche. Une fois en sécurité dans les abris, il faut attendre les instructions et les secours pour se diriger vers le tunnel d'évacuation. Avant une intersection, l'implantation de la signalisation directionnelle est toujours la même? À l'approche d'une intersection simple, on trouve ce type de panneau qui schématise la configuration des lieux. Il comporte le nom des destinations à l'extrémité de chaque branche. En bas à droite, la distance jusqu'au carrefour est indiquée en mètres. À hauteur de l'intersection, on trouve des panneaux en forme de flèche. Ils comportent le nom des villes desservies et ils sont implantés de manière à ce que l'usager puisse changer de direction avant le panneau. Une fois l'intersection franchie, sur les routes importantes, un panneau de confirmation indique les villes desservies. Il existe des carrefours aménagés avec une voie de décélération pour tourner à droite. Comment est faite la signalisation dans ce cas? Placé plusieurs centaines de mètres avant l'intersection, un panneau dont les registres peuvent être de couleurs différentes comporte le nom des villes desservies par la route embranchée et son numéro. National 347 dans ce cas. Un panneau peut rappeler les directions desservies à l'intersection. Sur la voie de décélération, la partie haute du panneau directionnel comporte le numéro de la route embranchée et une flèche oblique. Les autres registres indiquent le nom des villes pouvant être rejointes. Une fois l'intersection franchie, un panneau de confirmation indique les villes desservies sur la route empruntée. L'indication de kilométrage correspond à la distance restant à parcourir pour atteindre la ville indiquée. La signalisation directionnelle est-elle la même sur les routes express, ces routes à sens unique qui ressemblent aux autoroutes? Il est vrai que la route express a un statut particulier, situé entre celui de la route et celui de l'autoroute. On peut circuler gratuitement sur des routes à sens unique séparées par un terre-plein central où la vitesse est limitée à 110 km/h. Des voies d'insertion et des voies de décélération y sont aménagées. À partir du moment où la vitesse est plus élevée que sur le réseau routier ordinaire, la signalisation doit prévenir plus tôt des changements de direction. Sur une route express, pour changer de direction, un panneau d'avertissement de sortie, blanc, comporte un symbole de sortie et son numéro correspondant. Un panonceau exprime en mètres la distance à parcourir jusqu'à la sortie. Le panneau suivant est composé d'un registre à fond blanc avec le symbole échangeur et une distance exprimée en mètres. Un autre registre à fond vert ou blanc mentionne les directions desservies. Ensuite, un panneau implanté sur le terre-plein central rappelle la ou les directions rejointes si la sortie n'est pas prise. À hauteur de la sortie, on trouve le panneau de bifurcation qui reprend le symbole de l'échangeur et le numéro de la sortie, plus une flèche oblique. Bien sûr, les villes que l'on peut atteindre par la sortie sont rappelées. Enfin, une fois la bifurcation passée, on trouve un panneau qui confirme les villes vers lesquelles on se dirige et le nombre de kilomètres restant à parcourir. Savoir suivre une direction, c'est bien. Mais il est utile de préparer un itinéraire à l'aide d'une carte routière récente, de prendre connaissance du trafic et des conditions météorologiques en écoutant la radio, en consultant le Minitel ou Internet,
ou en téléphonant aux centres régionaux d'information routière. La légende d'une carte est l'explication des symboles qui permettent de lire cette carte. On y trouve tout ce qui est lié à l'importance des routes, autoroutes, routes nationales, routes départementales, à la largeur des routes, 4 voies, 3 voies, 2 voies, aux distances, totales ou partielles, aux obstacles, au numéro des routes, à l'administration, aux principales curiosités locales, etc. Les itinéraires bis, à quoi servent-ils? Ils permettent de décharger les routes principales en période de fort trafic. L'itinéraire bis double la route principale sur une grande distance et permet de voyager plus tranquillement tout en évitant les bouchons ou ralentissements. En revanche, rien n'oblige à suivre ces itinéraires. Dans ce cas, un premier panneau à fond jaune indique que l'itinéraire bis Annecy-Genève suit la route de Bourg-en-Bresse. À l'approche d'une intersection, les itinéraires principaux sont rappelés ainsi que l'itinéraire bis. À hauteur de l'intersection sont implantés des panneaux en forme de flèche. La fin d'un itinéraire bis est signalée de cette manière. Quand des travaux ou des obstacles sur la route perturbent la circulation et représentent une gêne, une signalisation temporaire, qui se caractérise par la couleur jaune, est mise en place. Les panneaux sont généralement jaunes, les lignes au sol sont jaunes. Mais là encore, comment est organisée la signalisation de déviation? D'une manière générale, un panneau annonce les travaux qui risquent de modifier les itinéraires. Ensuite, un panneau indique la déviation à suivre pour rejoindre les villes indiquées. Il peut s'agir de l'un ou l'autre de ces panneaux. Celui-ci est utilisé quand plusieurs itinéraires de déviation se croisent. Le numéro qui suit « Dev » sera utilisé tout le long de l'itinéraire. On retrouve l'indication de déviation sur les panneaux directionnels et à hauteur de l'intersection. La fin d'un itinéraire de déviation est signalée par l'un ou l'autre de ces panneaux. Les embouteillages, ça existe. Il est difficile de les éviter pendant les vacances. Chaque année, Bison Futé diffuse des calendriers pour prévenir du meilleur moment pour partir en vacances. Dans toute la France, sont installés des dispositifs qui permettent à chaque instant de tâter le pouls de la circulation routière. Le recueil des informations est fait par la gendarmerie, la police et l'équipement qui informent en cas d'accident, d'obstacles dangereux, de manifestations, de bouchons. Par les services de météorologie qui informent de l'état des routes, du brouillard, des chutes de neige, de vents violents, du verglas. Par les services de voirie qui informent sur les chantiers en cours. Les informations sont diffusées aux automobilistes par les radios nationales, locales, les radios des sociétés d'autoroutes et par Minitel ou par répondeur vocal et par Internet. Les centres d'information routière assurent la coordination des mesures prises en cas de crise. Mise en place d'itinéraires bis, de barrières de dégel, de déviations d'itinéraires, de restrictions de circulation, de basculement de chaussée. Ce panneau informe que cette route sera à sens unique. Réponse A. Interdite aux voiturettes. Réponse B. Interdite aux cyclomotoristes. Réponse C. Ce panneau indique une route à sens unique. Il ne faut pas le confondre avec ce panneau qui signale l'entrée d'une route à accès réglementé.
Sur une route à sens unique, l'accès est ouvert à tous les usagers, des piétons jusqu'aux tracteurs, en passant par les voiturettes. Réponse A. Sur cette route, la vitesse est limitée à 130 km/h, réponse A. 110 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 80 km/h, réponse D. Cette route comporte 3 voies, 2 dans mon sens, une dans le sens inverse. Seule une ligne continue sépare les 2 sens de circulation. Dans ce cas, la vitesse est limitée à 90 km/h. Réponse C. Pour aller de Tours à Blois, j'emprunte la route nationale. Je parcourrai 152 km. Réponse A. 32 km. Réponse B. 24 km. Réponse C. 58 km. Réponse D. Sur les cartes routières, les routes nationales sont symbolisées en rouge. Il suffit de distinguer l'itinéraire national des autres itinéraires, départementaux ou autoroutiers, et de rechercher l'indication kilométrique correspondant à la distance séparant les 2 villes. Ici, 58 km. Réponse D. Je suis sur la départementale D203. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais sortir de cette route express à 800 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de direction annonce qu'à 800 mètres, je pourrai prendre une sortie qui me dirigera vers la route départementale D203, qui elle-même dessert les 4 villes indiquées sur les registres inférieurs. La route sur laquelle je circule pour l'instant n'est pas la D203. Réponse B et C. Les autoroutes françaises sont payantes. C'est la raison pour laquelle on n'est jamais obligé de les emprunter. Il existe toujours une solution pour les éviter. Cependant, elles offrent des avantages. La certitude qu'en sens unique, personne ne peut venir en face, et l'assurance de pouvoir maintenir une allure constante, puisqu'on n'y rencontre aucune intersection. L'autoroute joue un rôle prépondérant dans les échanges et l'économie en assurant un volume considérable du transport des personnes et des marchandises. Plus de 100 milliards de kilomètres y sont parcourus chaque année. Si le trafic y est considérable, la sécurité doit figurer parmi les priorités pour les usagers. L'accès aux autoroutes est interdit aux véhicules ayant des possibilités de vitesse trop faibles, comme les vélos, les cyclomoteurs, les voiturettes. Les véhicules encombrants, comme les convois exceptionnels, pourraient gêner la circulation et n'ont donc pas accès à l'autoroute. Il est interdit aussi d'y faire de l'autostop. Pour se diriger vers l'autoroute, il faut repérer les panneaux à fond bleu sur les itinéraires routiers. Ils comportent le symbole de l'autoroute. Quand un panneau à fond vert comporte lui aussi ce symbole, cela veut dire qu'une partie de l'itinéraire indiqué peut se faire par l'autoroute. Quand une autoroute connaît des perturbations, il vaut mieux alors ne pas l'emprunter. Des itinéraires de remplacement sont généralement prévus. Il s'agit des itinéraires S, dits de substitution. Le numéro de cet itinéraire permet de l'identifier pendant tout le trajet.
La barrière de péage d'une autoroute est faite d'une entrée et d'une sortie. Pour entrer sur la section à péage, il faut choisir l'une des voies surmontées d'une flèche verte. Un distributeur automatique délivre un ticket. Lorsqu'il est pris, la barrière se lève et le feu passe au vert. Ce ticket doit être conservé jusqu'à la sortie choisie de l'autoroute. Il arrive aussi qu'on doive payer directement à l'entrée, soit à un employé, soit en introduisant de la monnaie dans un appareil automatique, soit en prenant la voie, acceptant les cartes bancaires ou les voies réservées aux abonnés qui bénéficient du télépéage. Dans ce dernier cas, un badge est fixé derrière le rétroviseur intérieur et permet de passer au péage sans s'arrêter. Les chaussées sont séparées par un terre-plein central et une glissière de sécurité. La bretelle d'accès débouche sur une voie d'insertion. Elle permet d'apprécier la visibilité sur l'autoroute et le flot de circulation. Dans le sens inverse de circulation, une voie de décélération débouche sur la bretelle de sortie. La bande large qui longe les voies de circulation est la bande d'arrêt d'urgence, utilisable en cas de force majeure uniquement, telle qu'une panne ou un accident. Des aires de repos sont aménagées tous les 35 km environ. S'insérer sur une autoroute quand personne ne roule sur la chaussée principale ne pose pas de problème. Mais quand il y a de la circulation, comment se comporter sans être un danger pour les autres ? La difficulté est que la voie d'accélération permet de s'insérer en cédant le passage aux usagers qui sont déjà sur l'autoroute, et cela peut paraître contradictoire, en accélérant pour pouvoir se glisser entre deux véhicules. Dès qu'on est sur la voie d'accélération, le clignotant étant allumé, il faut regarder vers l'arrière gauche, observer les intervalles entre les véhicules, jauger la vitesse des autres, ralentir pour laisser passer quelques usagers qui roulent plus vite, puis accélérer pour se glisser sur l'autoroute dès que possible. Très souvent, les automobilistes qui ont repéré un véhicule qui veut s'insérer mettent leur clignotant et prennent la voie de gauche si elle est libre pour faciliter l'insertion. Mais attention, ce n'est pas une obligation, c'est simplement une aide. La règle générale sur autoroute est de rouler à droite. Là où les voies de gauche sont réservées au dépassement. Lorsque le terrain est vallonné, il peut y avoir une voie supplémentaire, à droite, réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire aux véhicules circulant à une vitesse inférieure ou égale à 60 km/h. Qu'on tracte une caravane, qu'on ait un problème mécanique ou qu'on possède une voiture pas très puissante, on peut devenir à notre tour un véhicule lent. Dans ce cas, il faut utiliser ces voies, impérativement. Généralement, il est possible de dépasser un véhicule plus lent que soi tout en prenant en compte la vitesse élevée des autres usagers. Tracter une caravane ou un bateau, c'est presque toujours faire partie des véhicules de plus de 7 mètres de long ou 2 mètres de large. Si l'autoroute comporte par exemple 3 ou 4 voies à sens unique, seules les 2 voies les plus à droite sont utilisables. Pourquoi ? Parce que du fait de la charge, la puissance de ces véhicules devient plus faible et leur vitesse moins élevée. Les dépassements sont alors plus longs. Si on a mal anticipé, on peut se trouver dans l'impossibilité d'effectuer son dépassement, car la file de gauche est occupée par des véhicules arrivant à grande vitesse. On est alors contraint à un ralentissement brutal. La plupart du temps, tout se passe bien. Mais si un choc a lieu, le début de l'accident peut se comparer à un déplacement de véhicule qui remonterait à contresens vers les usagers lancés à 130 km/h. D'où l'importance de garder des intervalles de sécurité suffisants, de rester vigilant
et de prévoir le comportement des autres. Parfois, il y a des embranchements, des croisements, des bifurcations d'autoroute. Comment sont-ils signalés? S'agissant d'une bifurcation d'autoroute, tous les panneaux sont à fond bleu. C'est toujours une organisation qui va dans le sens de l'anticipation. Si l'autoroute se divise avec une voie de décélération, la signalisation se fait de la manière suivante. Le premier panneau, qui annonce la bifurcation, comporte le numéro de l'autoroute embranchée et la distance restant à parcourir avant la bifurcation et le nom des villes pouvant être atteintes. Un panneau situé à 3000 mètres de la bifurcation comporte le numéro des autoroutes embranchées. Un panneau placé à 2000 mètres de la bifurcation comporte le nom des villes terminus de chaque autoroute. À 1000 mètres, un panneau répète le numéro de l'autoroute embranchée et les villes qui peuvent être rejointes. Placé sur le terre-plein central, ce panneau rappelle les directions desservies par l'autoroute sur laquelle on circule, pour le moment. Placé au début de la voie de décélération, ce panneau rappelle encore une fois le nom des villes vers lesquelles mène la bifurcation. Enfin, ce panneau indique les distances à parcourir pour rejoindre les villes mentionnées si on n'a pas quitté l'autoroute. Mais ce n'est pas systématiquement une voie de décélération qui fait la bifurcation. Il peut s'agir du prolongement des deux voies de droite, ou d'une seule voie. Qu'est-ce qui diffère alors? Le premier panneau, qui annonce la bifurcation, comporte le numéro de l'autoroute embranchée et la distance restant à parcourir avant la bifurcation et le nom des villes pouvant être atteintes. Un panneau situé à 3000 mètres de la bifurcation comporte le numéro des autoroutes embranchées. Un panneau placé à 1000 mètres de la bifurcation comporte le nom des villes terminus de chaque autoroute. Les flèches sur le panneau sont séparées. Ensuite, des panneaux sont placés sur un portique, au-dessus des voies où l'usager doit faire le choix de son itinéraire. À l'endroit où les voies se séparent, les mêmes panneaux, sans indication de distance, sont eux aussi placés sur un portique. Ils rappellent les directions desservies par les deux autoroutes. On retrouve enfin un panneau de confirmation qui indique les distances à parcourir pour rejoindre les villes mentionnées. Pour sortir de l'autoroute, celle-ci se divise en deux branches dont l'une se raccorde au réseau routier. Comment se fait la signalisation dans ce cas? Les panneaux qui annoncent la sortie vers le réseau routier sont à fond vert ou blanc. Et la succession des panneaux suit la même logique que pour sortir d'une route express, par exemple. Le premier panneau annonce la sortie numéro 10 dans ce cas, qui se situe à 8 km et permet de rejoindre Yenne, Belley et Saint-Genix. Ce panneau indique que la sortie numéro 10, située à 2000 mètres, est aménagée avec une voie de décélération. Ce panneau rappelle les directions desservies par la sortie numéro 10, située maintenant à 1000 mètres. Ce panneau à fond bleu rappelle les destinations vers lesquelles cette autoroute conduit. Ce dernier panneau est implanté au début de la voie de décélération. La flèche orientée vers le haut et inclinée à droite conforte le conducteur dans le choix de la direction qu'il doit prendre. Il rappelle une dernière fois le numéro de la sortie et les directions desservies. Sur fond vert pour les villes importantes et sur fond blanc pour les villes de moindre importance. Il peut arriver qu'une sortie se fasse dans le prolongement de la voie de droite. Dans ce cas, la signalisation diffère un peu.
La sortie numéro 12 se situe à 5 km de ce panneau et permet de rejoindre Annemasse et Saint-Julien. La flèche inclinée indique que la sortie numéro 12, située à 1000 mètres, a une voie qui lui est propre. Ces panneaux, placés sur un portique au-dessus de la chaussée, avec des flèches dirigées vers le bas, rappellent les directions desservies par l'autoroute, à fond bleu, et les directions desservies par la sortie numéro 12, à fond vert et blanc, située maintenant à 500 mètres. À la lecture de ces panneaux, il faut se positionner sur la bonne voie. Ces panneaux sont situés à l'endroit même où le conducteur commence à sortir de l'autoroute et rappellent encore les destinations desservies par l'autoroute et celles desservies par la sortie numéro 12. À l'approche d'une sortie, d'une bifurcation ou d'une aire de repos, la ligne discontinue ressemble à une ligne de dissuasion. Elle n'interdit pas les dépassements, mais elle doit inciter à ne pas se rabattre à cet endroit pour prendre la sortie annoncée. Si l'intention du conducteur est de quitter l'autoroute, il n'a pas à se lancer dans un dépassement si près de la sortie. Les risques sont des freinages violents, des queues de poisson, des écarts de direction et autres réactions inattendues et dangereuses. Pour sortir correctement, il faut mettre le clignotant droit, prendre la voie de décélération dès son début, respecter les limitations de vitesse décroissante. On peut ralentir avant la sortie, modérément, en gênant le moins possible un conducteur qui suit. Si on a dépassé la sortie qu'on voulait prendre, ne jamais faire de marche arrière, même sur la bande d'arrêt d'urgence. Ne pas faire de demi-tour, mais continuer vers la prochaine sortie. Suivre un itinéraire, c'est bien quand on l'a préparé sur une carte routière. Encore faut-il être capable de décrypter les différents symboles. Prenons un exemple entre Blois et Tours. Les divers points noirs comportant des chiffres blancs indiquent le numéro des échangeurs que l'on identifie sur les panneaux annonçant les sorties. On peut donc noter que pour rejoindre Château-Renaud, il faudra prendre la sortie numéro 18. Les chiffres rouges sur fond jaune indiquent le kilométrage à parcourir sur une section à péage entre deux villes. Entre Blois et Tours, 58 km. Les chiffres en rouge, placés entre deux petites épingles, rouges elles aussi, donnent le kilométrage existant entre deux sorties. 21 km entre la sortie 18 et la sortie 19. Des aires de repos sont aménagées régulièrement sur les autoroutes. Elles sont annoncées à l'aide de ce type de panneau sur lequel figure le nom de l'aire, la distance qui reste à parcourir, les divers services qu'on y trouve, hôtels, stations-service, cafétéria, et la distance à parcourir pour retrouver les mêmes services si on choisit de ne pas s'arrêter à l'aire la plus proche. On y accède par une voie de décélération. Les parcours sont souvent longs sur une autoroute. Il est recommandé de faire une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures de conduite. Profitez d'une pause pour s'aérer. Des installations diverses et variées permettent à tous, enfants et adultes, de jouer, de se rafraîchir ou de se cultiver. À l'approche d'une gare de péage, il faut repérer le mode de paiement qui convient. Auprès d'un péager, par carte bancaire, par pièce de monnaie, par abonnement, et choisir la voie qui correspond en prenant les précautions habituelles de changement de fil. Le prix varie évidemment en fonction du parcours. Mais en cas de perte du ticket, c'est le prix du parcours le plus long qui est facturé. Bonjour madame, j'ai perdu mon ticket en fait, c'est envolé. Oui, vous arrivez d'où? De Sainte. Dans un cas comme ça, je suis obligée de vous compter le trajet le plus cher. Une fois sorti de l'autoroute, il faut se réadapter à la circulation à double sens et aux difficultés et dangers qui lui sont liés. Vitesse limitée à 90 km/h, dépassement, priorité, usagers variés, etc. Pour aller à Libourne, je devrais prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La direction Libourne-Périgueux comporte le symbole autoroutier. Cela signifie qu'une partie du trajet peut se faire par l'autoroute. Mais rien ne m'oblige à prendre l'autoroute. Il existe toujours des itinéraires de substitution. Réponse B. J'entrerai sur l'autoroute A64 par l'échangeur numéro 12, situé à 500 mètres. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Je circule sur une route et ce panneau annonce effectivement l'entrée de l'autoroute A64 par l'échangeur numéro 12, situé à 500 mètres d'ici. Réponse A. J'arrive à hauteur d'une aire de repos. Réponse A. Sortie d'autoroute. Réponse B. Bifurcation d'autoroute. Réponse C. Les panneaux sont à fond bleu. Ils indiquent des itinéraires autoroutiers. C'est d'ailleurs confirmé par le numéro A64. L'entrée d'une aire de repos est signalée ainsi. Une sortie d'autoroute de cette manière. Je suis à hauteur d'une bifurcation d'autoroute. Réponse C. La signification de ce symbole est kilométrage restant à parcourir sur un tronçon d'autoroute. Réponse A. Numéro d'autoroute. Réponse B. Numéro de département. Réponse C. Sortie d'autoroute. Réponse D. Ce petit point noir comportant un numéro dans lequel est fichée une sorte d'épingle rouge signale une sortie d'autoroute encore appelée échangeur. Ce numéro est celui que l'on retrouve sur le parcours. Ainsi, il est facile de préparer son trajet et de prévoir l'endroit où l'on va quitter l'autoroute. Réponse D. Une visibilité médiocre, l'obscurité, le crépuscule sont autant d'incitations à modérer l'allure. Il faut alors utiliser les feux du véhicule à bon escient. Les règles d'utilisation des feux sont-elles différentes selon que l'on circule en agglomération ou hors agglomération? La nuit, la question qu'il faut se poser est: le lieu où je circule bénéficie-t-il d'un éclairage public? Si la réponse est non, que je sois en ville ou à la campagne, l'utilisation des feux de route est obligatoire. Hors agglomération, sans éclairage public, sur une route étroite et sinueuse, il est possible d'utiliser les feux de brouillard avant, en même temps que les feux de route. L'utilisation des feux de route est liée à un confort visuel, mais elle ne doit pas gêner les autres usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes ou motards, et on doit les remplacer par les feux de croisement. En approchant d'un sommet de côte, ou sur une 4 voies, si on aperçoit les feux d'encombrement des poids lourds situés en haut de leur cabine, il faut passer aussitôt en feu de croisement pour ne pas éblouir le routier qui est assis plus haut qu'un automobiliste. Pour ne pas éblouir, que l'on croise ou que l'on suive un autre usager, on est tenu de passer en feu de croisement. Si un éclairage public en continu permet de voir la chaussée à une distance suffisante en ville, sur les routes ou sur les autoroutes, il faut alors utiliser les feux de croisement. Petite exception réglementaire. En ville, et en ville seulement, éclairée la nuit, il est possible d'utiliser les feux de position uniquement.
De jour, lorsque la visibilité est insuffisante, à cause de la pluie, du brouillard ou de la neige, l'utilisation des feux de croisement est obligatoire. Les feux à vent de brouillard peuvent remplacer les feux de croisement. Les feux à vent de brouillard peuvent aussi compléter les feux de croisement. Attention, lorsqu'il pleut faiblement, seuls les feux de croisement sont autorisés. Les feux arrière de brouillard peuvent être utilisés en cas de brouillard, évidemment, ou de chute de neige. Que l'on soit en ville ou en rase campagne, la nuit, si la route est éclairée, on allume les feux de croisement. Petite exception, en ville, il est possible de circuler avec les feux de position uniquement. Si la route n'est pas éclairée, on allume les feux de route. Sur les routes étroites et sinueuses, feux de route et feux de brouillard avant peuvent être utilisés ensemble. Lorsque la visibilité est insuffisante, qu'il pleuve, qu'il y ait du brouillard ou qu'il neige, on allume les feux de croisement ou les feux de brouillard. Il faut alors qu'il pleuve à verse. Ou les deux à la fois. Les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Dans cette situation, j'utilise les feux de position uniquement, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Il n'y a pas d'éclairage public sur cette route. Personne ne vient en face et il n'y a personne devant moi. Je n'ai pas le choix. J'utilise obligatoirement les feux de route. Réponse C. Je peux circuler en feu de position uniquement? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis en ville, dans une rue très bien éclairée. À partir du moment où l'éclairage public urbain permet de voir à une distance suffisante, le code de la route autorise à circuler en feu de position uniquement. Toutefois, il est préférable et plus prudent d'allumer les feux de croisement. Réponse A et C.